Salut Reddit. Mon frère m'a envoyé à l'hôpital avec 3 côtes cassées. Mes parents m'ont supplié d'étouffer l'affaire, mais mon médecin a passé un seul coup de fil qui a tout fait basculer. Ce qui a suivi, ce sont 2 années de guerre familiale qui ont prouvé que les liens du sang ne garantissent aucune loyauté. Voici toute l'histoire. Je m'appelle Sophie, j'ai 27 ans aujourd'hui, mais ce désastre a commencé il y a 2 ans à Valmont, une petite ville de province d'environ 8000 habitants. C'est l'une de ces villes industrielles où la sirène de l'usine rythme encore les pauses déjeuner et où tout le monde connaît vos affaires avant vous. Le genre d'endroit où la réputation compte plus que la réalité et où sauver les apparences est pratiquement une religion. Ma famille, c'était la petite bourgeoisie locale, les notables de Valmont. Mon père était propriétaire de la quincaillerie Martin sur la Grand-Rue. 30 ans d'activité, un pilier de la communauté, le genre de magasin où les artisans viennent prendre leur café le matin et où les agriculteurs débattent de la météo. Ma mère présidait tous les comités de la paroisse, organisait toutes les ventes de charité, gérait toutes les collectes de fonds. Sa photo était dans le journal local au moins 2 fois par mois pour accepter des dons, couper des rubans ou présenter des chèques géants. Et puis il y avait mon frère aîné, Lucas, 30 ans maintenant, l'enfant roi qui ne pouvait absolument rien faire de mal. Capitaine de l'équipe de foot locale qui a mené le lycée au championnat régional 2 années de suite. Un parcours sans faute, prépa HEC, grande école de commerce avec mention. Des stages dans des entreprises du CAC 40, des offres d'emploi avant même l'obtention de son diplôme. Ce gamin était la preuve vivante que la méritocratie fonctionnait si on s'en donnait la peine. Moi, j'étais la fille d'après-coup, celle qui peignait dans le garage et travaillait à temps partiel à ranger des livres à la bibliothèque municipale pour le SMIC horaire. Ma plus grande réussite, selon mes parents, était de ne pas causer de problème. C'est littéralement comme ça que ma mère me présentait aux réunions de l'église, voici Sophie, notre fille calme. Elle ne cause pas de soucis comme certains jeunes de nos jours. La dynamique familiale a été établie très tôt et n'a jamais changé. Lucas était l'investissement. J'étais le plan B que personne ne voulait utiliser. Chaque ressource, chaque once d'attention, chaque moment de fierté coulait dans une seule direction. Et ce n'était pas vers moi. À l'école primaire, Lucas a été inscrit dans des clubs de foot régionaux qui nécessitaient 2 heures de route chaque week-end. Cela coûtait des centaines d'euros en frais, équipements et uniformes. J'ai demandé à prendre des cours de dessin à la MJC. Maman a dit qu'on n'avait pas les moyens. Le même mois, ils ont acheté à Lucas un banc de musculation complet pour le garage. Au collège, la chambre de Lucas a été rénovée avec de nouveaux meubles, une peinture fraîche, des étagères pour tous ses trophées. Ma chambre a hérité des vieux meubles chinés dans des brocantes et des murs qui n'avaient pas été repeints depuis mes 6 ans. Quand j'ai demandé pour redécorer, papa a dit que ma chambre était très bien. Pourquoi avais-je besoin d'impressionner qui que ce soit ? Je ne ramenais pas de recruteurs à la maison. Au lycée, les matchs de foot de Lucas étaient des événements familiaux obligatoires. Maman faisait des t-shirts assortis. Papa réorganisait son emploi du temps au magasin pour ne jamais rater un match. Il voyageait pour des matchs à l'extérieur à 4 heures de route. J'ai eu une exposition d'art au centre culturel présentant une année de travail. Maman avait son club de lecture. Papa faisait l'inventaire. Lucas avait entraînement. J'y suis allée seule et j'ai fait semblant que ça ne faisait pas mal quand les familles des autres enfants venaient les soutenir. Le schéma était clair. Lucas comptait. J'existais. Ses réussites validaient leur rôle de parent. Mes réussites étaient des notes de bas de page mentionnées brièvement, puis oubliées. Il était célébré. J'étais comparée défavorablement à ses standards. Chaque dîner de famille comportait des mises à jour sur les derniers succès de Lucas. Offres de stage, statistiques de match, admission en école, opportunités de carrière. J'ai appris à m'asseoir tranquillement et à manger pendant qu'il discutait de son brillant avenir. Les rares fois où quelqu'un me demandait mes projets, je finissais à peine une phrase avant que maman ne redirigeait la conversation vers la vie plus intéressante de Lucas. J'ai appris tôt que l'amour dans ma famille venait avec des conditions. La condition de Lucas était simplement d'exister. La mienne était d'être assez invisible pour ne pas distraire de sa lumière. Se plaindre d'un traitement injuste ? Arrête d'être jalouse du succès de ton frère.
Demander un soutien égal? Arrête d'être égoïste quand Lucas a besoin de cette opportunité. Exprimer des sentiments blessés? Arrête de faire ton cinéma pour attirer l'attention. À 16 ans, j'avais arrêté d'essayer de concourir pour une attention que je ne recevrais jamais. Je me suis complètement retirée dans l'art, dans les livres, dans des mondes intérieurs où je contrôlais le récit et où ma valeur n'était pas mesurée par rapport aux accomplissements de Lucas. J'ai passé la majeure partie du lycée à peindre dans l'atelier du garage que j'avais créé à partir de meubles récupérés et de fournitures bon marché. La remise des diplômes a apporté la preuve ultime de mon statut. Lucas a eu une énorme fête avec traiteur, des parents venant de 3 départements différents, des cadeaux totalisant des milliers d'euros, un photographe professionnel, de la musique live, le grand jeu. Son diplôme a été traité comme une fête nationale. Mon diplôme universitaire? Un dîner dans une chaîne de restaurants style courte paille avec une carte cadeau de 50 euros. Puis retour à la maison tôt parce que Lucas avait un stage de préparation physique commençant le lendemain matin qui nécessitait un lever matinal. Maman a passé mon dîner de célébration à discuter du programme d'entraînement de Lucas et de l'équipement dont il aurait besoin. Papa parlait de sa fierté de voir Lucas prendre sa carrière au sérieux. J'ai déménagé à 23 ans dans un studio au-dessus d'un cabinet dentaire, 40 mètres carrés qui sentait vaguement l'antiseptique, mais c'était chez moi. J'ai pris le poste à la bibliothèque à temps plein, j'ai pris des travaux d'illustration en freelance quand je pouvais en trouver, je m'en sortais à peine financièrement, mais au moins je ne jouais pas à l'invisible quotidiennement dans la maison de mes parents. La relation avec ma famille est devenue purement transactionnelle après cela. Se présenter aux rassemblements obligatoires, sourire de manière appropriée, détourner les questions personnelles, endurer les comparaisons avec les réussites de Lucas, partir aussitôt que socialement acceptable, rentrer chez moi et peindre pour évacuer le ressentiment. Lucas et moi n'avions jamais été proches. Pas vraiment. Enfant, il y avait des moments, de brefs éclairs où il agissait comme un vrai frère, m'apprenant à faire du vélo, me laissant traîner avec ses amis occasionnellement, me défendant une fois quand un gamin à l'école se moquait de mes dessins. Mais ces moments se sont estompés à mesure que son étoile montait et que la mienne restait fermement plantée dans la médiocrité. À l'âge adulte, notre relation était entièrement définie par l'obligation familiale et l'indifférence mutuelle. Il me voyait comme la petite sœur bizarre qui n'avait jamais rien fait de sa vie. Je le voyais comme l'enfant roi qui avait absorbé toutes les ressources familiales et l'énergie émotionnelle, ne laissant rien pour personne d'autre. Il avait empiré après ses études. Le succès avait gonflé son ego au-delà de toute reconnaissance. Il rentrait à la maison pour les vacances et tenait la cour comme un membre de la royauté en visite, régalant tout le monde avec des histoires sur son appartement à Paris, son salaire, ses soirées de réseautage, sa routine de salle de sport, ses stratégies d'investissement. Tout était formulé comme de la fausse modestie. Ouais, l'appartement avec vue sur la tour Eiffel est sympa, mais honnêtement, je remarque à peine la vue quand je bosse sur des dossiers jusqu'à pas d'heure. La BMW était un choix pratique. Vraiment plus fiable qu'on ne le pense. Le salaire est bon, mais je suis plus concentré sur la construction de mon patrimoine. Chaque phrase soigneusement conçue pour rappeler à tous les présents qu'il avait réussi alors qu'ils étaient encore coincés à Valmont, population 8000, où gagner 2000 euros par mois était considéré comme une belle réussite. Le pire était de voir mes parents absorber chaque mot comme s'ils délivraient la sagesse divine. Papa hochait la tête sérieusement. Maman rayonnait de fierté. Tout le monde agissait comme si ces réalisations étaient des victoires communes plutôt que des accomplissements individuels obtenus aux dépens des autres. Pendant ce temps, je pouvais mentionner avoir décroché un contrat freelance, dessiner un logo pour une entreprise locale, quelque chose qui comptait vraiment pour ma carrière, et obtenir un « c'est bien » distrait avant que la conversation ne revienne à la vie plus importante de Lucas. Cette dynamique a rendu le 15 septembre particulièrement dévastateur. Ce n'était pas seulement de la violence physique. C'était la preuve finale et définitive que, forcés de choisir entre leurs enfants, mes parents choisiraient Lucas à chaque fois, même quand il avait objectivement, indéniablement tort. L'incident s'est produit lors d'un barbecue familial célébrant l'acceptation précoce de Lucas dans le programme d'analyste senior d'un cabinet de conseil d'élite. Une grosse affaire, apparemment. Très compétitif. Salaire à 6 chiffres garantis plus bonus. Maman planifiait cette fête depuis 3 semaines comme si elle organisait un mariage.
Le jardin était ridicule. Des ballons bleus et argent partout. Un buffet élaboré avec des viandes coûteuses, une table de dessert qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Elle avait invité la famille élargie, les voisins, les amis de la paroisse, les associés de papa, probablement 40 personnes au total. Je suis arrivée avec un gâteau de la boulangerie du coin, 40 € qui faisait mal à mon budget mais semblait être la contribution minimale attendue. Je portais mon jean correct sans trous, une chemise propre qui ne criait pas la pauvreté, essayant d'avoir l'air assez présentable pour ne pas embarrasser la famille. Lucas était déjà au centre de l'attention quand je suis arrivée, entouré d'admirateurs posant des questions sur le nouveau poste. Il avait l'air agaçant de perfection. Polo de marque ajustée, montre chère prenant le soleil, une coupe de cheveux qui coûtait probablement plus que toute ma tenue. Le succès rayonnait de lui comme de l'eau de Cologne. J'ai attendu une pause dans la conversation avant d'approcher avec mon gâteau. Félicitations, Lucas. C'est vraiment génial. Fier de toi. Simple, sincère, zéro arrière-pensée. Il s'est tourné, m'a regardé de haut en bas avec cette expression que je ne pouvais pas tout à fait lire, puis a eu un sourire narquois. N'aie pas l'air si jalouse, Sophie. Tu finiras par trouver ta voie un jour. Peut-être. Quelques parents ont ri nerveusement. Papa a tapé sur l'épaule de Lucas comme s'il avait sorti une vanne brillante. Maman s'affairait à réorganiser les serviettes, faisant semblant de ne pas entendre. La chaleur m'est montée au visage, mais j'ai forcé un sourire, hoché la tête et je me suis éloignée. Ça ne valait pas la peine de faire une scène à sa fête. J'ai passé les 2 heures suivantes à jouer le personnel de soutien invisible, aidant maman dans la cuisine, portant des plats, remplissant des verres, débarrassant des assiettes, effectuant tout le travail domestique attendu des filles lors des événements familiaux. Pendant ce temps, Lucas divertissait les invités. Vers 20 heures, je portais une pile d'assiettes en carton vers la cuisine quand Lucas est apparu dans l'embrasure de la porte, bloquant mon chemin. La maison était presque vide à ce moment-là. Tout le monde était dehors à regarder papa essayer de faire des grillades sans tout brûler. Juste nous deux dans la cuisine. Pourquoi t'as parlé de moi à Camille la semaine dernière ? Sa voix était basse, tranchante, accusatrice. Camille était sa petite amie depuis 6 mois. Une fille gentille qui semblait toujours légèrement mal à l'aise aux réunions de famille. Elle a appelé pour demander si tu allais bien, ai-je dit, sincèrement confuse. Tu avais l'air stressée au téléphone. J'ai juste dit que tu avais probablement beaucoup de choses en tête avec le nouveau travail. Tu lui as dit que je buvais trop. Elle a demandé si tu buvais plus ces derniers temps parce que ta voix était rauque. J'ai dit que tu étais probablement juste stressée par les échéances au travail. C'est littéralement tout ce que j'ai dit. Mauvaise réponse. Apparemment, son expression s'est transformée en quelque chose de froid, dangereux. Tu ne discutes pas de moi avec ma copine. Tu n'analyses pas ma vie. Tu ne commentes pas mon comportement. Tu as à peine ta propre vie en main. Et tu offres des observations sur la mienne. Lucas, je n'essayais vraiment pas de. Reste en dehors de mes affaires. Il s'est avancé dans mon espace personnel. Une posture agressive faisant hurler les signaux d'alarme dans ma tête. J'ai reculé par réflexe, les assiettes toujours en équilibre dans mes mains. Mon dos a heurté le bord du plan de travail. Nulle part où battre en retraite. Il était proche maintenant. Trop proche. Envahissant l'espace d'une manière qui faisait crier danger à tout mon système nerveux. Je n'essayais pas de causer des problèmes, ai-je dit, gardant ma voix calme malgré mon cœur qui s'emballait. Camille s'inquiétait pour toi. Elle m'a posé la question directement. Je lui ai donné une réponse bénigne pour te soutenir. C'est tout ce qui s'est passé. Tu fouinais. Ses mains sont montées vite, les 2 paumes frappant mes épaules, poussant fort. La force m'a envoyé en arrière contre le rebord du plan de travail exactement au mauvais angle. J'ai entendu le craquement, distinct et horrible, avant que la douleur ne s'enregistre. Puis l'agonie a explosé à travers ma poitrine comme un coup de foudre, blanche et écrasante. Les assiettes sont tombées sur le carrelage dans un fracas. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas tenir debout. J'ai glissé le long du meuble en serrant mes côtes, haletant comme un poisson hors de l'eau.
Chaque tentative d'inhaler ressemblait à des couteaux entre mes côtes. Des halètements superficiels apportaient à peine de l'oxygène. Ma vision s'est rétrécie. À travers le bourdonnement dans mes oreilles, j'ai entendu Lucas jurer, puis la voix de maman se rapprocher. Elle s'est précipitée, a assimilé la scène instantanément. Moi effondré sur le sol. Lucas debout au-dessus de moi, l'air quelque part entre la panique et la colère. Des assiettes cassées éparpillées partout. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-elle exigé, la voix aiguë. Elle a trébuché, a dit Lucas immédiatement, d'une voix lisse comme s'il avait préparé cette réponse. Elle portait trop d'assiettes. Elle a perdu l'équilibre. J'ai essayé de parler mais je ne pouvais pas avoir assez d'air. J'ai juste sifflé pathétiquement pendant que maman s'agenouillait à côté de moi, sa main allant immédiatement sur le bras de Lucas. Un geste protecteur choisissant déjà son camp. Sophie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me regardait maintenant, mais cette main restait sur le bras de Lucas. Point d'ancrage de sa décision. Il m'a poussé, ai-je réussi à dire entre deux halètements. Contre le comptoir. Peut pas respirer. Le visage de maman a changé. Pas de choc, pas de colère, de la peur. La peur spécifique de quelqu'un réalisant que son image parfaite a développé des fissures visibles qui ne peuvent pas être facilement replâtrées. Elle s'est penchée près de moi, la voix tombant dans un murmure à peine audible. Tais-toi. Il a un avenir. 6 mots qui ont fait plus mal que 3 côtes cassées. Pire que toute douleur physique que j'avais vécue dans toute ma vie. Parce qu'à ce moment-là, claire comme de l'eau de roche, elle avait nié ma valeur dans cette famille. La carrière, la réputation et l'avenir de Lucas comptaient plus que ma souffrance immédiate, ma sécurité, mon bien-être, ma dignité humaine fondamentale. Papa est apparu du jardin, a analysé la scène, a écouté la version des événements de Lucas, m'a aidé à aller jusqu'au canapé pendant que maman inventait des excuses stratégiques aux invités inquiets. Sophie avait trébuché. Un moment de maladresse. Rien de grave. Ces choses arrivent. Les invités sont partis en 30 minutes, sentant la tension familiale inconfortable. Lucas a disparu à l'étage dans sa chambre d'enfance. Je suis restée assise sur le canapé enveloppée dans un plaid qui sentait la lessive. Chaque respiration était une agonie absolue. Pendant ce temps, mes parents discutaient de la situation à voix basse dans la cuisine. J'ai saisi des fragments à travers mon brouillard de douleur. On ne peut pas laisser ça s'ébruiter. Tu sais comment les gens parlent dans cette ville. Ils ne voulaient pas lui faire mal. Elle guérira très bien en quelques jours. Sa carrière ne fait que commencer. Vers 22 heures, papa m'a conduite à mon appartement en silence. Il m'a aidé à entrer, m'a dit de me reposer, de prendre des antidouleurs en vente libre, d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit, puis il est parti. Pas d'hôpital, pas de radio, pas de visite chez le médecin. Juste un accord familial silencieux selon lequel nous prétendrions tous que la violence de Lucas était un accident malheureux et que je guérirais tranquillement sans faire de bruit qui pourrait nuire à sa réputation. Mon téléphone vibrait constamment cette nuit-là. Maman proposant d'apporter des médicaments. Papa disant de ne pas donner des proportions démesurées à l'affaire. Tout le monde était émotif à la fête. Ces choses arrivent dans les familles. Pas besoin de drame. Lucas n'a jamais appelé. J'ai passé cette nuit interminable seule dans mon studio, serrant mon flanc, prenant des respirations superficielles, regardant les ecchymoses se répandre comme de l'encre renversée sur mes côtes. Chaque mouvement apportait de nouvelles vagues de douleur. Impossible de m'allonger sans avoir l'impression d'étouffer. Impossible de m'asseoir sans déclencher des spasmes musculaires. Je ne trouvais aucune position qui ne faisait pas mal. Le lendemain matin, je pouvais à peine lever le bras pour me brosser les dents. Les bleus avaient pris des teintes spectaculaires de violet, noir, vert, jaune. Tout mon côté droit avait l'air d'avoir été frappé avec une batte de baseball. Chaque respiration était calculée, mesurée, essayant de trouver l'expansion minimale qui permettrait l'oxygène sans déclencher la sensation de poignard. À 6h15, j'ai renoncé à dormir et je me suis conduite moi-même à la clinique Sainte-Catherine. Chaque nid de poule était une nouvelle douleur lancinante. Chaque virage me donnait envie de hurler. Le trajet de 15 minutes a semblé durer des heures de souffrance aiguë.
La clinique était presque vide sitôt ce samedi matin. Le docteur Moreau m'a reçu vers 7 heures. Une femme d'une quarantaine d'années, calme, professionnelle, aux yeux gentils mais à l'expression sans fioriture. Le genre de médecin qui avait tout vu 2 fois. Elle m'a demandé de décrire l'incident pendant qu'elle m'examinait, ses mains douces mais professionnelles, pressant soigneusement le long de mes côtes. Quand elle a appuyé sur la zone où j'avais heurté le plan de travail, j'ai crié involontairement. Impossible de m'en empêcher. 2 fractures minimum, a-t-elle dit en prenant des notes. Peut-être 3. Nous confirmerons avec l'imagerie. Pouvez-vous me dire exactement comment cette blessure s'est produite? Question standard. Mais quelque chose dans ma gorge s'est complètement fermé. Des années de conditionnement familial se sont déclenchées automatiquement. Ne pas embarrasser la famille. Ne pas faire de vagues. Protéger l'avenir de Lucas. Un accident, ai-je chuchoté. Je suis tombée. Maladroite. Le docteur Moreau a arrêté d'écrire, a levé les yeux lentement. Ses yeux étaient gentils mais pénétrants. Le regard de quelqu'un qui sait exactement quand on lui ment, qui a entendu chaque variation de « je suis tombée » de la part de patients essayant de protéger leurs agresseurs. Sophie, a-t-elle dit calmement, qui vous a fait ça? La franchise m'a prise complètement au dépourvu. Pas de détour, juste une question directe exigeant une réponse directe, coupant à travers des années de loyauté familiale forcée. Mon frère, ai-je dit doucement, les larmes commençant à couler. Il m'a poussé contre le plan de travail lors d'une fête de famille. Mes parents veulent que je garde le silence. Elle n'a pas scié, n'a pas réagi avec choc, a juste hoché la tête une fois, une reconnaissance professionnelle, et a décroché le téléphone au mur. Vous êtes en sécurité maintenant, a-t-elle dit en composant un numéro. Je dois passer un appel. C'est la procédure. Les radios ont confirmé 3 côtes cassées, l'une avec un déplacement inquiétant qui était dangereusement proche de perforer mon poumon. Le docteur Moreau m'a expliqué les risques. Mais elle a aussi expliqué autre chose qui m'a fait froid dans le dos. En tant que professionnelle de santé, face à des violences avérées, elle allait faire un signalement au procureur de la République. Mon cas irait à la gendarmerie, que je le veuille ou non. La décision avait été prise hors de mes mains au moment où je lui avais dit la vérité. Ma famille va me détester, ai-je dit, les larmes perçant enfin complètement. Elle s'est assise sur le tabouret. A croisé mon regard directement. Ils ont déjà choisi votre frère plutôt que vous. Maintenant, il est temps de vous choisir vous-même. Cet après-midi-là, 2 gendarmes se sont présentés à la quincaillerie Martin, où Lucas aidait papa avec l'inventaire du samedi. Le soir, mon téléphone explosait littéralement de notifications. Maman a appelé la première, sanglotant hystériquement. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Sa carrière pourrait être finie avant de commencer. Tout ce pourquoi nous avons travaillé, tu vas le détruire pour un accident. Comment as-tu pu faire ça à ton propre frère? Il m'a cassé 3 côtes, ai-je dit d'un ton plat. C'était un malentendu. Il ne voulait pas te faire mal. Tu es vindicative parce que tu es jalouse de son succès. J'ai raccroché sans répondre. Le message vocal de papa était plus froid, plus calculé. Règle ça immédiatement. Rappelle les gendarmes. Retire ta plainte. Dis-leur que tu as mal compris ce qui s'est passé. Ce genre de choses peut ruiner l'avenir d'un jeune homme. Je sais que tu ne veux pas ça sur la conscience. Lucas a finalement envoyé un texto vers 21 heures. J'espère que tu es contente. Tu viens de tout gâcher. Félicitations pour avoir détruit ta propre famille. Mais je n'étais pas celle qui avait détruit quoi que ce soit. Il avait fait ça quand il avait décidé que sa colère importait plus que ma sécurité physique. Les semaines suivantes ont été un enfer absolu. Mes parents ont cessé d'appeler après que j'ai refusé de changer ma déclaration. La famille éloignée a commencé à me contacter. Retire la plainte. Protège l'avenir de Lucas. Le sang est plus important que tout. Ma tante s'est même présentée à mon appartement pour me faire la morale sur le pardon. Quand j'ai soulevé mon t-shirt pour lui montrer les bleus spectaculaires couvrant tout mon torse, elle a visiblement pâli, mais a quand même insisté sur le fait que je donnais trop d'importance à l'affaire. L'enquête a duré 3 longs mois.
Les gendarmes ont interrogé les témoins. Le dossier médical était une preuve indéniable. Lucas a engagé un avocat coûteux qui a immédiatement poussé pour un non-lieu. Mon avocat a riposté avec les preuves médicales. Finalement, l'avocat de Lucas l'a convaincu d'accepter une procédure de plaider coupable, CRPC, pour éviter un procès public. Violence volontaire, prison avec sursis, mise à l'épreuve de 2 ans, stage de gestion de la colère obligatoire, et une interdiction d'approcher à moins de 200 mètres de moi. Une tape sur les doigts comparée à ce qu'il avait fait. Mais c'était la première fois de sa vie privilégiée que Lucas faisait face à une conséquence. Le jour où il a accepté la peine, maman a laissé un message vocal: « J'espère que tu es satisfaite maintenant. Tu as complètement ruiné la vie de ton frère. » Ce cabinet de conseil a annulé son offre. Il vit à la maison maintenant, postulant pour des emplois avec un casier judiciaire. Tout ça parce que tu es vindicative. Il m'a cassé les côtes, ai-je dit à mon appartement vide. Noël est arrivé. Je n'ai pas été invitée au dîner de famille pour la première fois de ma vie. Maman a posté des photos sur Facebook de Lucas, papa et elle, l'air sombre mais unis. Légende mentionnant des temps difficiles et rester fort en famille. Personne ne m'a mentionné. J'avais été effacée du récit familial. J'ai passé Noël seule à manger des plats chinois à emporter et à peindre. Cela aurait dû être déprimant. Au lieu de cela, cela ressemblait à la liberté. La dernière communication directe de maman est venue par SMS en janvier. La famille passe en premier. Tu t'es choisi toi-même plutôt que nous tous. J'ai finalement répondu, exactement. Et vous ne m'avez pas choisi. J'espère que vous pouvez vivre avec ça. Après ça, silence radio. Lucas a violé l'interdiction d'approcher 2 fois au cours de ces 6 premiers mois. La première fois, il est venu tambouriner à ma porte à 2 heures du matin, ivre, hurlant que j'avais gâché sa vie. Les voisins ont appelé la police. Il a passé la nuit en garde à vue. La deuxième fois, il s'est accidentellement montré au café où j'étais. Il m'a fixé du regard pour bien me faire comprendre qu'il pouvait me trouver. La justice a pris ça au sérieux. Les 2 violations ont prolongé sa mise à l'épreuve. Le regarder sombrer aurait dû me donner un sentiment de revanche. Au lieu de cela, c'était juste profondément triste. Triste que notre famille soit si fondamentalement brisée. La guérison physique a pris des mois. Mais la guérison émotionnelle a pris encore plus longtemps. J'ai dû traiter des années à être systématiquement dévalorisée. Vers le 6e mois, j'ai commencé à reconstruire ma vie intentionnellement. J'ai déménagé dans un meilleur appartement, un rez-de-chaussée avec de la lumière naturelle pour peindre. J'ai commencé à prendre mon art au sérieux. J'ai construit des amitiés avec des gens qui m'appréciaient pour qui j'étais. Il s'avère que lorsque vous ne gérez pas constamment une dynamique familiale toxique, vous avez soudainement de l'énergie pour votre propre vie. La première année a apporté des développements inattendus. Lucas a perdu 2 emplois coup sur coup. Le premier pour avoir hurlé sur un employé junior, le second pour son attitude hostile. J'ai appris par la rumeur locale qu'il avait réemménagé chez mes parents de façon permanente. 30 ans, vivant dans sa chambre d'enfant, travaillant à temps partiel à la quincaillerie de papa parce que personne d'autre ne voulait l'embaucher. Maman me blâmait publiquement, disant à qui voulait l'entendre que j'avais détruit la vie de son fils par jalousie. Mais d'autres personnes voyaient clair. Des gens m'ont contacté en privé, partageant leurs propres histoires sur la cruauté de Lucas. J'ai découvert qu'il avait bousculé une petite amie à la fac. Qu'il avait été impliqué dans plusieurs bagarres de bar, toujours étouffé parce que papa connaissait du monde. Ma plainte n'avait pas ruiné un innocent, elle avait finalement documenté ce que tout le monde ignorait silencieusement. La 2e année a apporté une conclusion inattendue. Lucas a été arrêté à nouveau pour s'en être pris physiquement à un videur dans un bar de la ville voisine. Le videur a porté plainte. Avec son casier et la violation de sa mise à l'épreuve, il a fini par purger 4 mois fermes. Maman m'a appelé pour la première fois en 18 mois. Pour me demander d'écrire une lettre de témoin de moralité pour Lucas. Tu es sa sœur, a-t-elle plaidé. Je suis la sœur dont il a brisé les côtes, ai-je répondu. Lucas a purgé sa peine, est sorti, a immédiatement violé sa probation en contactant une ex.
Retour en prison. Le cycle a continué. Jamais maman n'a reconnu que le comportement de Lucas était le problème. Papa est resté silencieux. J'ai entendu dire qu'il avait du mal avec le magasin, les frais juridiques drainant leurs économies. Maintenant, 2 ans plus tard, mes côtes sont guéries. Mais tout le reste a changé. Je loue un studio au-dessus d'un magasin de beaux-arts dans le quartier sympa de la ville. Je vends mes toiles. Je me suis constitué un groupe d'amis qui ressemble plus à une vraie famille que mes liens du sang ne l'ont jamais été. Je vois quelqu'un qui me traite avec respect. L'ironie ne m'échappe pas. Lucas, l'enfant prodige, sert actuellement sa 3e peine en maison d'arrêt après une autre accusation d'agression. Pendant ce temps, je construis exactement la vie que je veux. J'enseigne l'art aux enfants au centre social. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si le docteur Moreau n'avait pas fait ce signalement. Si j'étais restée silencieuse. La famille aurait toujours l'air parfaite de l'extérieur. Mais je serais toujours la fille invisible. Le docteur Moreau n'a pas seulement signalé une agression ce jour-là. Elle a interrompu un schéma. Elle a fait ce que mes parents auraient dû faire, choisir la personne blessée plutôt que celle qui blesse. La semaine dernière, j'ai reçu un message de Camille, l'ex de Lucas de ce fameux soir. Elle voulait me remercier. Il s'avère que Lucas était violent avec elle aussi. Ma plainte lui a donné la permission de reconnaître que ce qu'elle vivait n'était pas normal. Tu m'as sauvée, a-t-elle écrit. Lucas sort le mois prochain. Peut-être qu'il changera. Peut-être pas. Ce n'est plus mon problème. Ma vie est la mienne maintenant. Et personne n'a le droit de me pousser contre un comptoir, au sens propre comme au figuré, sans en subir les conséquences. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner. Ça aide vraiment la chaîne à vous apporter plus d'histoires.